Notre thème de ce soir, c'est le panafricanisme. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Est-ce un concept, une idéologie patriotique? Est-ce un ras-le-bol? Ou est-ce une astuce, un canal pour certains d'avoir l'argent facile, pour d'autres de parvenir au pouvoir? Puisque c'est ça aussi qui est le problème aujourd'hui. Alors, nous disons donc, nous commencerons par la définition, j'allais dire, du dictionnaire français, le dictionnaire Larousse. Voilà. Dans le dictionnaire, il nous est dit que le panafricanisme est une doctrine politique, un mouvement tendant à regrouper, à rendre solidaires les nations africaines. C'est ce qui est écrit dans le dictionnaire. Alors, nous allons voir donc, par l'histoire, d'où vient le concept de panafricanisme, puisque c'est un concept. Donc, ce concept de panafricanisme. Voilà. C'est un concept né hors d'Afrique, né hors du continent africain. Voilà. Le panafricanisme, selon l'histoire, est un mouvement intellectuel et politique entre Africains et Afro-Américains qui considèrent ou ont considéré les Africains présents sur le continent, c'est-à-dire nous qui sommes sur le continent africain, et tous les autres peuples noirs qu'on trouve dans le monde entier comme étant les mêmes. Je pense que beaucoup parmi vous le savent, qu'on trouve des Noirs presque partout en Afrique. On trouve des Noirs en Thaïlande, ils sont plus noirs que nous. On trouve des Noirs en Inde, ils sont plus noirs que nous. On trouve des Noirs dans les Caraïbes, les Antilles, c'est-à-dire toutes les îles sur le Pacifique. Voilà. Et on trouve des Noirs aux États-Unis, des Noirs qui sont arrivés par l'esclavage. Alors, le concept de panafricanisme voulait donc considérer que tous les Noirs, qu'ils soient sur le continent ou qu'ils soient, si vous voulez, dans la diaspora, considérer que tous ces Noirs-là sont les mêmes, ne sont pas différents. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, revendiquer l'égalité des Noirs par rapport aux Blancs. Donc, faire finir l'esclavage. Améniser les problèmes d'esclavage. Donc, c'était cela, ce concept panafricain. Mais comme je l'ai dit, le panafricanisme est né hors du continent africain. Voilà. Par cette diaspora noire américaine et les Noirs qui se trouvent dans les Antilles, les Caraïbes et puis bon, certains dans le Pacifique. La première manifestation de panafricanisme se fait par une conférence à Londres en 1900. En 1900, ces Noirs américains, des Noirs américains, des Noirs antillais, donc les Noirs qui sont hors du continent, il n'y avait même pas les Noirs d'Afrique avec eux, dans la première conférence, vont se retrouver avec quelques personnes, quelques Noirs, surtout des anglophones, pour parler du panafricanisme, c'est-à-dire demander la fin de l'esclavage complètement, faire comprendre que le noir est aussi intelligent que le blanc, et aussi, comment on appelle, parler en quelque sorte de la renaissance de la race noire. Donc, ce ne sont même pas des Africains du continent qui sont les pères fondateurs du panafricanisme dans son histoire. Voilà. Et ensuite, après 1900, nous aurons la renaissance noire à Harlem, aux États-Unis. À New York, vous avez un quartier qu'on appelle Harlem, où vous trouvez en majorité les Noirs. Parce que quand vous arrivez à New York, selon le quartier ou selon la localité, vous retrouvez les différentes nations. Puisque n'oubliez pas que les États-Unis, c'est un pays de peuplement de gens qui sont venus d'Europe
et après des gens qui sont venus par le canal de l'esclavage. Donc, il y a eu la Renaissance noire à Harlem en 1920. Ensuite, il y a eu le mouvement de la négritude à partir des années 1920. Les Senghor, et les Antillais vont, comment on appelle, parler de la négritude. Le noir, le nègre, voilà, on va parler de la négritude. Et ça, c'est dans les années 1930. Et on avance. Donc, ça a commencé, je le répète, un concept politique et philosophique de tous les Noirs du monde entier, ceux qui sont sur le continent africain ou ceux qui sont dans les Caraïbes, aux États-Unis, etc. Tous les Noirs, le concept disait que nous sommes tous les mêmes. Il n'y avait pas des Noirs d'Afrique qui sont différents des Noirs antillais, des Noirs américains esclaves. Donc le concept voulait qu'on accepte que tous les Noirs sont les mêmes. Et deuxièmement, le concept va évoluer pour vouloir qu'on reconnaisse l'égalité des races. Voilà, l'égalité des races, les Noirs et puis les Blancs. Et reconnaître que les Noirs aussi sont capables d'intelligence. Et vous allez voir qu'en 1900 déjà, parmi ceux qui vont se réunir à Londres, il y avait même des avocats déjà. Voilà, donc ce n'étaient pas des idiots. Bien. Alors, quand nous venons, j'allais dire au XXe siècle, hein, en Afrique même, nous avons le père fondateur, j'allais dire, du panafricanisme qui est Kwame Nkrumah. Voilà. C'est le premier pays, le Ghana, qui a eu son indépendance en 1957. Voilà. Et Kwame Nkrumah disait que le panafricanisme est le seul lien de solidarité lorsque la cause portera sur 1 centimètre de terre africaine. C'est-à-dire, tant que tout le continent africain n'aura pas recouvré l'indépendance, la décolonisation, lui considère que l'indépendance du Ghana n'est pas encore une indépendance. Donc, il fallait qu'il lutte pour que tout le continent africain soit décolonisé, devienne indépendant. Et dans ce combat pour la décolonisation des pays d'Afrique, ils vont créer l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, le 25 mai 1963. Voilà. Et les objectifs de l'OUA, les objectifs premiers, c'était ôter du continent tous les vestiges du colonialisme. Donc, l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, voulait se donner comme principal objectif de travailler à la décolonisation de l'Afrique. Vous aviez l'Angola, qui était encore, parce qu'en 1960, comment on appelle, beaucoup de pays, surtout les pays francophones, vont accéder à l'indépendance. Et donc en 1963, quand on crée l'OUA, vous aviez des pays qui n'étaient pas encore indépendants. Vous aviez l'Angola, vous aviez l'Afrique du Sud où il y avait encore l'apartheid. On parlait du Sahara occidental, etc. Donc, le panafricanisme ici évolue, qui est le fait de lutter pour la décolonisation totale du continent africain. Voilà. Et donc, comment on appelle? Les Kwame Nkrumah, qu'est-ce qu'ils vont préconiser? Vous aviez Kwame Nkrumah, vous aviez Senghor, vous aviez le président Houphouët-Boigny, vous avez Sir William Tubman du Libéria, vous aviez au Nigeria le premier ministre très actif, Sir Tafawa Balewa. Voilà. Et vous aviez Sékou Touré. Donc, ils vont à l'OUA lutter pour l'indépendance et la décolonisation. Même pour l'apartheid, certains, avec Sékou Touré en tête, voulaient que l'OUA lève une armée pour aller contre l'armée de l'ANC, comment on appelle, l'armée sud-africaine, contre les Blancs, pour aller renforcer l'ANC et puis combattre. Et vous aviez d'autres, avec tête de proue, le président Houphouët-Boigny, qui eux disaient non, il faut négocier, il faut négocier, il faut négocier. Il faut faire en sorte que les Blancs d'Afrique du Sud voient des Noirs africains et qu'ils sachent que les Noirs et eux sont pareils. Et je me rappelle qu'il avait fait partie le ministre Fologo à l'époque. Oui.
qui est marié à une femme blanche. Il avait envoyé en mission pour que les Sud-Africains, les Blancs Sud-Africains voient un Noir marié à une Blanche. Et lui, il disait, bon, on peut commercialiser avec tous ces pays. Parce que si tu n'approches pas quelqu'un, tu ne peux pas discuter avec lui. Voilà, lui, sa philosophie. Et l'autre groupe disait, non, 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 il faut qu'on aille en guerre. Voilà. De toute façon, ils sont restés dans ça à l'OUA, ils se sont combattus, ils ne se sont jamais entendus. Donc voilà, pour parler du panafricanisme tel qu'il est né en tant que concept, et je le répète, un concept qui n'est même pas né sur le continent africain, mais qui est né aux États-Unis et à Londres, hein, par la volonté des Africains esclaves en Afrique du Sud, aux États-Unis. Les Africains qui sont esclaves à Haïti, dans toutes les îles, les Antilles, disons les Caraïbes d'une manière générale, et qui vont revendiquer que d'abord, tous les Noirs du monde entier sont les mêmes. Ensuite, maintenant, revendiquer l'égalité de la race noire par rapport à la race blanche. Donc, c'était cela, la naissance même du panafricanisme. Donc, lutter contre l'esclavage, lutter contre les travaux forcés, puisque jusqu'en 1940 et quelques, il y avait travaux forcés, par exemple, en Afrique occidentale. C'est en travaux forcés qu'on a construit le chemin de fer Abidjan-Niger. Voilà. Donc, voilà, comment on appelle, le concept devient maintenant, après les indépendances, après 1957, où le premier pays, le Ghana, a acquis son indépendance, le concept va changer un peu, qui sera le fait de lutter pour la libération, pour l'indépendance, pour la décolonisation de tous les pays d'Afrique. Bien. Mais les pays africains ont acquis l'indépendance, n'est-ce pas? Et cependant, fort de l'indépendance, nous allons souscrire à des organisations internationales mondiales. Donc, décoloniser, nous allons aller à l'ONU. L'ONU qui reconnaît comme membre un pays qui a un territoire et un gouvernement. Donc, maintenant, on avait territoire, on avait gouvernement, on nous accepte à l'ONU. Nous avons souscrit à différentes organisations économiques, financières, Banque mondiale, FMI, comment on appelle, plus tard, l'Union européenne, etc. Donc, nous avons souscrit à l'Organisation mondiale du commerce, nous avons souscrit à des organisations internationales, nous avons signé comment on appelle, on ne dirait pas des contrats, mais nous avons signé on a accepté toutes ces choses-là. Bien. Ensuite, sur le plan de la défense, n'est-ce pas? Vous avez certains pays ont dit, bon voilà, nous sommes à l'indépendance, nous sommes des jeunes États. Certains ont dit, on n'a pas d'argent pour dire qu'on va acheter de l'armement. Nous, on va accepter des bases militaires françaises, par exemple, pour nous préserver, pour nous aider en cas de difficulté, en cas de conflit. Voilà. Donc, les bases sont venues. Voilà. Avec tout ce qu'il y a comme politique en bas, je ne suis pas président, je n'ai pas été président. Je ne prétends pas connaître les fondements ou les articles, j'allais dire des conventions. Voilà. Mais je dis ça comme ça. Bien. Donc, nous créons l'OUA, l'Organisation de l'Unité africaine. Nous créons, par exemple, pour les pays, comment on appelle, de l'Afrique occidentale, nous avons créé la CEAO au départ, dont le siège était à Ouagadougou. Et c'était que des pays francophones. Et plus tard, en 1975, le 28 mai exactement, nous créons la CEDEAO. CEDEAO, Communauté des États d'Afrique de l'Ouest, avec le Nigeria qui entre, avec le Ghana qui entre, c'est-à-dire des pays anglophones. Voilà. Et ça devient plus grand. Et au sein de la CEDEAO, plus tard, en 1990, on crée un organisme qu'on appelle l'ECOMOG. ECOMOG qui est une armée de la CEDEAO pour intervenir en cas de conflit ou règlement de conflit, etc. Donc, on a créé une armée qui s'appelle l'ECOMOG. Voilà. Alors,
aujourd'hui, donc voici situé d'où vient le panafricanisme, qu'est-ce que c'est, son concept, n'est-ce pas, qui date, j'allais dire, de 1900, avec les Noirs qui réclamaient que tous les Noirs du monde entier sont les mêmes. Et ça va évoluer où on va lutter contre l'esclavage, contre toutes les dominations, etc. Pour dire que les Noirs et les Blancs sont égaux, on est tous égaux en droit. Et on va arriver dans les années 1953 à 1960 dans le concept de l'unité africaine dont les Kwame Nkrumah voulaient qu'il y ait un gouvernement commun, un gouvernement panafricain, un gouvernement commun comme le gouvernement des États-Unis, avec un seul président, etc. Et Kwame Nkrumah et les Houphouët-Boigny et autres ont dit qu'il était bon qu'on reste dans le parti unique parce qu'on s'est battu pour avoir l'indépendance. Nous avons l'indépendance. Nous ne pouvons plus être les ennemis les uns des autres. Notre seul ennemi, c'était le sous-développement qu'il fallait combattre. Et il fallait que chacun vienne avec son énergie, chacun vienne avec ses connaissances, ses compétences, pour qu'on puisse y arriver. Donc, voilà, eux, ils ont prôné le parti unique. Mais Kwame Nkrumah va plus loin, et c'est ça qui va faire sa perte. Il se déclare président à vie. Alors, s'étant déclaré président à vie, évidemment, ceux qui se considéraient comme lésés parce que chacun veut être président, vont commencer à le combattre. Et il va en visite officielle, je crois en Inde ou en Chine, et on lui fait un coup d'État. Voilà, le premier coup d'État. On lui fait un coup d'État et on commence, des militaires prennent le pouvoir, ils vont se remplacer jusqu'à Jerry Rawlings. On arrive à Jerry Rawlings, révolutionnaire, qui prend tous les anciens présidents, ils étaient 5, qui va devant la mer. Si vous passez au Ghana, jusqu'à présent, les potences sont là. Il va fusiller tous les 5 anciens présidents et puis il s'installe. La révolution. Voilà. Et donc voilà le concept panafricain. Mais je dirais que le concept panafricain, tel que les pères fondateurs l'ont conçu, c'était surtout l'unité de l'Afrique. L'unité de l'Afrique sur le plan économique, l'unité de l'Afrique sur le plan politique, l'unité de l'Afrique d'une manière générale.